France Bleu Lorraine. France Bleu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma route. Mon invité cette semaine est Jacques Grasser. Jacques Grasser, c'est un passionné de patrimoine, c'est peu de le dire. Il est historien, universitaire, auteur, conférencier. Il a été très longtemps adjoint au maire de la ville d'Épinal, notamment aux côtés de Philippe Séguin. Il est toujours élu de cette ville d'Épinal. Il a fait énormément de choses pour la valorisation, l'embellissement et la sauvegarde du patrimoine spinalien. Il a contribué à changer l'image de cette ville. Nous allons faire une très belle balade au cœur d'Épinal, que nous achèverons ici, sur un aspect du patrimoine qui est peut-être un peu moins connu des Lorrains, une chinoiserie. C'est très très intéressant. Vous allez voir, Jacques Grasser va sûrement nous dévoiler tout ça. Pour l'instant, je pars le rejoindre à la basilique qui fut le premier monument historique classé dans les Vosges. À tout de suite. Bonjour Jacques. Bonjour Yannick. Jacques Grasser. Heureux de te voir ici à Épinal. Moi je suis ravi dans de le te patrimoine. voir aussi. Ravi de te voir parce que quand on parle de patrimoine en Lorraine et même au-delà, Jacques Grasser c'est un nom. C'est un nom. Ici, tu as voulu démarrer l'émission ici, devant cette basilique. C'est un peu symbolique. Ouais. C'est un peu symbolique parce que ça a été quand même, avant qu'on ne fasse d'autres découvertes, c'était quasiment le seul monument ancien qui restait dans la ville après les guerres. La chance qu'on a eue ici, c'est que cette église, devenue basilique entre-temps, a échappé aux guerres, a échappé à la guerre de 30 ans, a échappé aux incendies, a échappé, enfin, touchant du doigt, du bois, a échappé, bon, la Révolution a fait des gros dégâts, puisque toutes les statues qui peuplaient ce portail dit des bourgeois ont été cassés en 1794 sur ordre de la municipalité de l'époque. Donc, je n'ai pas la responsabilité. Voilà. Comme dans beaucoup de communes de France. Dans beaucoup de communes, etc. Et c'est dommage parce que, tu vois, ce portail en forme de trapèze date du XIIIe siècle, donc de l'église gothique qui succède à la partie romane qu'on a conservée. Et ce portail sur le côté, comme dans beaucoup d'églises en Lorraine, c'est le même dessin que celui de la cathédrale de Metz. D'accord, ok. Et certains, je me rappelle de mon maître ancien, le doyen Schneider, à la fac de lettres, disait c'est peut-être bien le même architecte, puisque Épinal dépendait des évêques de Metz. D'accord, oui. C'est la même époque, c'est la même forme, sauf qu'à Metz, ils ont toutes les statues, tandis qu'ici, on n'en a plus. Alors ici, classé monument historique en 1846, c'est-à-dire que probablement parmi les premiers monuments français classés. C'est parmi les premiers. C'est ça. Et que le classement, c'est effectivement bien un classement, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors évidemment, on ne fait plus comme ça maintenant. D'accord. Le premier monument classé en France, c'est Notre-Dame de Paris. Mais tu évoquais à l'instant la Révolution et toutes les destructions de la Révolution, ce qui a d'ailleurs donné fait émerger le nom de vandalisme, je crois que c'est à cette époque-là qui vient. Et finalement, la sensibilité à la préservation du patrimoine, elle n'est pas si ancienne. Ah, c'est pas ancien du tout. C'est pas ancien. On commence effectivement au XIXe siècle, avec les premiers ministres qui commencent à s'intéresser à ça. Mais on a fait, ici à Épinal, on a détruit, par exemple, la dernière porte qui était visible, la porte du Boudiou, a été détruite sous la monarchie de Juillet, parce que le passage sous cette porte était trop étroit pour la circulation. C'est ça. À l'époque. Alors, Prosper Mérimée avait été alerté, il arrivait trop tard, et à l'époque, la municipalité a détruit, et a eu, je crois, 2 protestataires. La société savante, la société d'émulation, les frères Dutac.
il n'y a qu'eux qui se sont élevés là-dessus. Ouais. Mais jusqu'à une époque récente, on casse sans se poser de problème. Hein, on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans le quartier du chapitre. Voilà, il faut quand même être très vigilant, sachant que le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que souvent beaucoup de décideurs ne sont pas originaires des localités. Donc le patrimoine local, surtout si c'est du petit patrimoine, n'a pas à leurs yeux une importance. Alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est que quand ils sont en vacances, ils vont visiter le patrimoine des autres et le leur. Voilà. Mais même récemment, je pensais en t'écoutant, dans les années 1970, à Nancy, il y a un maire qui est très contesté par les actions de sauvegarde du patrimoine. Tu dois bien. Très bien. Qui voulait quand même raser la salle Poirel, Oui, etc. oui, C'est quand même pas vieux, tout ça. Très bien. Bah, la tourtière, hein, Ah, la tourtière, etc. avec la démolition de tout le pâté de maison, Ah, etc. c'est Hein. terrible. Alors, toi, à Épinal, tu as été adjoint au maire, tu es élu depuis, 77. j'ose le dire, depuis 46 ans. 46 ans, très longtemps adjoint au maire, notamment de l'urbanisme, du patrimoine, adjoint au maire notamment de Philippe Séguin. T'es monsieur patrimoine ici. C'est-à-dire qu'on peut le dire, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en valeur, sauvées même, grâce à l'action de Jacques C'est-à-dire Grasser. que j'ai eu de la chance aussi, c'est-à-dire d'être au bon moment, au bon endroit, avec des décisions qui ont été prises, non pas pour le patrimoine, mais pour d'autres choses. Mais heureusement, j'ai eu la latitude de pouvoir sauvegarder. Oui. Et en particulier avec Philippe Séguin, puisque moi j'étais son adjoint à l'urbanisme, même occupant toujours du patrimoine historique. Lui, il aimait ça, il était historien aussi d'origine. Ah oui, c'est ça. Et là, j'avais vraiment carte blanche. Ah ouais. Voilà. Et donc, là, il y a eu une époque bénie un petit peu. C'est quand même des effets de hasard, hein, tout ça. Ouais. Hein, et des coups de chance. Oui, mais il faut hein. quand même derrière la volonté, la ténacité. Ah bah, il d'un faut la élu. ténacité. Quand même. Il faut connaître, Ouais. il faut avoir la ténacité, tenir bon, Ouais. hein, parce que c'est pas évident du tout. Hein. On passe par des moments où c'est un peu quand même problématique, mais en s'acharnant, on y arrive. Ouais. Hein, on y arrive. Jacques, tu es un enfant de l'après-guerre, tu es né à Épinal en 1945, ouais, Ouais. c'est ça. Juste un mot, l'enfant qui voit cette ville à moitié détruite à peu près, c'est ça? Ah oui, Ouais. tout le centre-ville. Quelles images reviennent comme ça Tout le aujourd'hui centre-ville, bah, pour moi, c'était quelque chose de naturel, puisque je suis né dedans. Ouais. Hein. Mais est-ce que la Et- sensibilité au patrimoine, elle vient aussi de Alors, là, quelque ça part? vient probablement, peut-être, mais je pense que ça vient aussi de mon père, qui est entré à la ville en 1949 et qui a terminé comme directeur des services techniques de la ville. Et quand j'étais gamin, de temps en temps, il m'emmenait sur les chantiers. Ah oui, d'accord. Donc, comme lui aussi était né à Épinal, donc il avait connu aussi l'évolution de la ville. Et donc, c'est lui qui m'a rendu quand même assez sensible à ça. Et puis, bon, après, je suis devenu, moi, prof d'histoire. Donc, c'était quand même un peu ma profession Oui. là-dedans. Et comme j'étais aussi nommé à l'École normale des Vosges pour former ou déformer de futurs professeurs, moi, comme historien-géographe, j'ai toujours été sensible au terrain. Donc, moi, mes étudiants, je les ai travaillés partout. Après tout, ils allaient enseigner dans la campagne vosgienne. Il fallait quand même leur montrer qu'on pouvait pousser des portes pour aller voir des choses dans les églises, les châteaux, etc. Donc, je me suis travaillé avec eux, on peut dire partout. J'avais inventé aussi des semaines interdisciplinaires où on partait avec l'étoile de tente écumer la France et l'Europe. Et puis, pendant les grandes vacances aussi, plus loin, en Grèce, et ainsi de suite. Donc, cette sensibilité au patrimoine, je l'ai eue aussi à cause de ça. Hein, parce que dans les campagnes, on voyait quand même beaucoup de petits patrimoines qui étaient en danger, les fermes, etc. Et donc, c'était sensibiliser aussi les enseignants pour qu'avec leurs élèves, ils puissent les emmener sur le terrain et puis leur montrer qu'il fallait peut-être préserver, etc. Voilà. Alors là, on a contourné Oui. la basilique, on est de l'autre côté, Quand on est le chevet de la basilique. et on est à l'entrée du quartier des chapitres, Voilà, c'est ça? du quartier des chapitres. Chanoinesses. Des Chanoinesses. Puisqu'on avait un chapitre de dames nobles, chapitre Saint-Goëry à Épinal,
comme on en avait un plus important à Remiremont, comme on en avait un à Poussey, comme on en avait un à Bouxières-aux-Dames, comme Baume-les-Dames, par exemple. Et puis donc, devant cette basilique, on est ici, sur ce côté-là. on est ici, là où nous sommes dans le cloître de ce chapitre de Dames. Alors, cloître ouvert, on y donnait même des balles à l'intérieur, démoli à la Révolution. Et donc, actuellement, je suis en train de travailler à rétablir le périmètre de cet ancien cloître. Donc, on l'a déjà fait ici, il y a une vingtaine d'années, avec ce petit square. Et puis, on va continuer dans les mois qui viennent, en démolissant encore l'immeuble qui est au fond. Ici. Donc là, on aura exactement le périmètre d'ancien cloître, avec un trompe-l'œil, on sait à quoi il ressemblait, donc on a un trompe-l'œil qu'on pourra appliquer sur les murs qui vont être dégagés. Donc les Spinaliens et les visiteurs retrouveront quasiment Voilà, on sera exactement dans le périmètre de l'ancien cloître, des Chanoinesses. Des Chanoinesses. Alors c'est quelle époque ça, pour préciser? Alors les Chanoinesses, c'est entre l'époque de naissance d'un chapitre de Dames séculier. Elle ne prononce pas de vœux, c'est-à-dire qu'elle touche quand même pas mal d'argent avec toutes les possessions du chapitre. Et à partir de là, bien souvent, ça leur constitue une dot, et donc elles remercient, comme on dit, et elles se marient. D'accord. Voilà. Donc, alors pas toutes, certaines sont restées, d'autres ont été dans des ordres contemplatifs, mais un certain nombre, effectivement, se marient. Donc elles avaient chacune, c'est un peu comme le léguinage en Belgique, elles avaient chacune un hôtel particulier qui appartenait au chapitre. Alors à l'intérieur, il pouvait y avoir des dames, ce qu'on appelle des dames-nièces, il y a des jeunes qui pouvaient prendre succession. Il y avait aussi il y avait des prêtres, il y avait de la domesticité, enfin c'est un monde complètement à part, mais avec une autorité. On dit aujourd'hui la place des femmes dans la société, bon ça se termine ici à la Révolution, c'est fini, mais l'abbesse ici d'un chapitre avait une autorité bien supérieure au maire. Ah oui. Tu es membre de la Commission nationale d'architecture et de patrimoine. Oui. C'est un groupe relativement restreint, une vingtaine de personnes. Alors, la Commission nationale, c'est plusieurs sections. Oui. Il y a 5 sections, si je me trompe, ou 6. Moi, je suis dans la 3e section qui s'occupe des travaux sur monuments historiques. Donc, notre commission, quand il y a des projets dans un monument historique, privé ou public, de faire telle ou telle modification, c'est notre commission qui va statuer pour dire si le projet risque de mettre en péril le titre de monument historique ou pas. Donc, on dit oui ou on dit non. Et on vote. Alors on est 26, avec 4 collèges, dont un collège d'élus dont je fais partie. Mais alors, il y a un sujet qui intéresse, tu as été souvent interrogé là-dessus, mais je le refais, parce que ça intéresse beaucoup les Français. Vous avez statué sur Notre-Dame de Paris, les travaux, l'avancement. Oui, alors bon, c'est des sujets souvent très techniques, qui sont assez remarquables d'ailleurs. Quand je sors du ministère et que je remonte vers la gare de l'Est, j'ai l'impression d'être intelligent. Mais le sujet fondamental, ça a été tout au début de savoir ce qu'on faisait. Si on reconstruisait à l'identique ou pas, ou quel projet, etc. Et finalement, donc la commission s'est prononcée pour la reconstruction à l'identique, d'autant plus que dans les travaux qui ont suivi l'incendie, on a fait un travaux d'archéologie extraordinaire, unique au monde, où tous les débris, le moindre débris a été photogrammétré, donc exactement l'emplacement était tombé. Donc on a pu reconstituer en négatif complètement la charpente. D'où la décision de refaire les charpentes à l'identique. Début 13e la nef, fin 13e fin 12e le chœur, et puis le 19e avec Viollet-le-Duc. Toi qui as du recul sur toutes ces choses-là, y compris dans le temps, est-ce que le grand public est plus sensible aujourd'hui au patrimoine? Je pense par exemple à toutes les opérations de crowdfunding pour de la Fondation de France qui fait appel à l'argent des gens. Oui, est-ce qu'ils sont plus sensibles? C'est-à-dire que c'est aussi le problème du tourisme. C'est-à-dire que les gens se baladent, ils vont voir des choses, nous on le voit bien à Épinal. On n'a jamais eu autant de touristes maintenant ces dernières années, en dehors du virus bien sûr. Mais je crois que c'est ça. Donc les gens sont quand même gourmands d'avoir des explications. On a ici quand même beaucoup de demandes de visites guidées. J'en ai encore fait la semaine dernière, bénévolement. C'est des amis qui me demandent, etc. Mais les gens qui sont très intéressés.
Et puis, c'est vrai qu'ils ont une certaine, alors localement, une certaine fierté à montrer les choses. Hein. Moi, je vois cette rue où nous sommes, ici, c'était une rue complètement à l'abandon il y a 40 ans. Les façades étaient totalement grises, il y avait un bureau de bienfaisance au bout avec des sœurs infirmières, donc les seuls qui passaient là, c'est ceux qui essaient de faire des piqûres dans la journée. Il y avait une maison d'association patriotique ici à droite, donc autant dire que ça ne remuait pas quand même beaucoup. Et puis il y avait beaucoup de maisons qui étaient vides. Donc c'est le genre de rue où on s'imagine quelquefois qu'on va pouvoir casser pour élargir des rues, etc., hein, sans vergogne. Et vous avez fait le choix de préserver. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi j'ai demandé au maire à l'époque, donc on remonte quand même presque 50 ans en arrière, hein, ça fera 50 ans l'année prochaine, hein, de faire replacer des plaques sur les immeubles indiquant quelles étaient les dernières chanoinesses qui étaient là. D'accord. Me disant naïvement que si on fait ça, peut-être qu'on hésitera à démolir. D'accord. Voilà. Parce que c'était des immeubles qui, pour beaucoup, il n'y avait pas de classement au niveau historique, rien du tout. Pour beaucoup, c'était des immeubles qui étaient... c'était un désastre à l'intérieur. Donc, ou bien on conservait et fallait tout refaire à l'intérieur, ce qui a été fait d'ailleurs, ou bien on démolissait. Hein. C'est tellement simple de bouler une maison et puis de reconstruire un truc en agglo. Hein, voilà. C'est tellement simple, tellement plus simple, mais parfois tellement plus moche. Exactement. Et ça, c'est fantastique, Exactement. cette petite place. Et là, ici, on avait, par exemple, ici, on avait des garages. Alors là, on est sur la route qui va nous mener à la tour chinoise, plus loin, puis on monte au château. Mais ici, c'est super important parce que... Alors d'abord, l'histoire est fantastique parce que vous découvrez, on va dire, peut-être pas les fondations d'Épinal, mais c'est une partie les murailles de pierre du XIIIe siècle. Et tu les découvres, comment ça se passe? Un peu par hasard? Alors, non, c'est pas tout à fait un hasard parce qu'on sait où elles sont, mais on ne voit plus rien. En dehors de la tour qui nous sert de musée, il n'y a plus rien qui dépasse. Tout ça, c'est des terrains vagues. Et le coup de chance que l'on a, c'est qu'à une certaine époque, on veut construire une maison de personnes âgées. Donc on démolit des maisons... Donc on est dans les années 70, là, 80 74. 74, d'accord. 74, précisément. Donc on démolit à coups de bulldozer. Et puis donc, moi, je fais de la protestation avec la société d'émulation. Et puis on commence à poser des plaques sur des immeubles préservés, en indiquant quand même la qualité du dernier locataire de l'immeuble, on va dire. Et puis le coup de chance, c'est que la réalisation de la construction a traîné pendant 4 ans. Et donc c'était un terrain vague. Et donc quand ça se déclenche, je suis élu, une fois. Je suis rentré dans le conseil municipal par la petite porte. Enfin, je suis élu adjoint à la culture. Et donc je vais voir le maire de l'époque et je lui demande des ouvriers pour regarder si on ne trouve pas la muraille côté de la tour qui devait être démolie. La dernière que l'on voyait. Et puis, il me dit, que tu veux trouver Épinal, il n'y a plus rien, le traumatisme de la guerre, ça. Et puis finalement, le coup de chance, c'est qu'en une matinée, on a trouvé la muraille, 2,30 m d'épaisseur, etc. Donc on a changé tous les plans. Donc là, tout le projet est bloqué. On bloque le projet, on modifie le projet complètement. Hein, donc ça va le retarder encore d'1 an, 2 ans. Et puis je commence les travaux ici de retrouver la muraille. Alors, on avait déjà cette tour qui existait, on en retrouve une autre, la tour Basoile, dont on connaît le nom au Moyen-Âge, et puis on en retrouve une autre du côté de la rue Cloget, devant la chambre de commerce, ici. Et donc on transforme tout cet espace qui était un terrain vague, avec des constructions en travers, etc. On a, je pense, un jardin relativement agréable. En plein cœur de ville. Voilà. Et puis dans les mois qui viennent, j'ai demandé à la ville d'acheter, enfin, je suis dans le coup, d'acheter un bout de terrain derrière parce qu'il y avait un immeuble qui était vendu. Donc on va aller 40 mètres plus loin, au bout, voilà, donc dans les mois à venir, c'est acté, ça y est, et on va aller jusqu'à une 4e tour encore, qui est parfaitement visible. Et là,
on a une perspective qui est intéressante, parce qu'on monte jusqu'au château. Parce que le château, c'est aussi une grande histoire. Ah bah oui, Jacques Grasser et le château. Oui, oui, enfin, c'est, Philippe Seguin aussi. Et Philippe Seguin, on va parler de Philippe Seguin. Voilà. Ouais. C'est quand même compliqué quand on décide, parce que c'était quoi? C'était à l'abandon, totalement, le haut. Complètement. Et à un moment, c'était une forêt. Tu décides avec Philippe Seguin, qui est maire à l'époque. Voilà, c'était une forêt. Et alors Philippe Seguin, lui, était historien d'origine aussi. Hein. Il a fait des études à Aix-en-Provence. Et donc, ça l'intéressait, ça le passionnait même, puisqu'il avait dit à un moment quel est le site qui vous plaît le plus à Épinal. Et il avait répondu, c'est de monter au château. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc, à partir de 84, on fait des fouilles avec l'université de Nancy 2. Et puis en 89, je décide de faire enlever des arbres. C'est là où on me demande ce qu'on a construit là-haut, d'ailleurs, parce qu'on voit apparaître des murs. Et puis depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Hein, ça ne s'est jamais arrêté. Donc je peux dire que moi, ça fait plus de 40 ans que je suis. Alors ici, ça a été 6 ans. Là-haut, ça fait une quarantaine d'années, presque une quarantaine d'années de travaux pour consolider tout, présenter, faire autour un jardin, de la vigne, un jardin médiéval, un verger-école pour que les enfants voient à quoi ressemble tel ou tel arbre fruitier, etc. Enfin, c'était un aménagement. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne serait pas revenu depuis 40 ans là-haut, il découvre tout. Ah ouais, c'est génial. C'est vraiment très, très beau. On va aller faire un petit tour dans le musée, parce qu'une des tours abrite un musée. Voilà, c'est le musée de la ville. Ensuite, juste un petit mot avant qu'on aille à la tour chinoise. Philippe Seguin est un maire qui a marqué cette ville, mais c'est quelqu'un qui, au-delà d'Épinal et des Vosges, a marqué les Français. Oui. Alors toi qui l'as côtoyé de près, quelle image du personnage te reste C'est des années de grand bonheur, Philippe Seguin. Oui, oui. Parce que d'abord, il était quand même souvent à Paris, donc il nous foutait une paire royale, je dis. Quitte à se faire engueuler si on n'avait pas fait un truc. Oui, parce que le président, il était ministre, il était président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Ça fait qu'on avait un peu nos quartiers aussi là-bas, à l'hôtel de Lacé. Très beau, très joli. Alors quand il y avait Poncelet au Sénat, Seguin à l'Assemblée nationale, vrai. C'était des moments extraordinaires. Et donc, oui, avec lui, c'était un grand bonheur parce qu'il arrivait, et il n'était pas du tout du coin. Donc il arrivait avec des idées neuves, il voyait la ville sous un autre œil. Et donc, et puis on savait qu'il était derrière et qu'on pouvait y aller. Hein, quand on a classé les ruines du château et inscrit une partie du parc, c'était avec lui, c'était en 92. Moi, j'ai été au ministère de la Culture, enfin la commission de classement. C'est la première section, cette fois. J'ai été plaider la cause, là. Bon, les gens regardaient ça, mais comme il y avait Seguin derrière qui poussait, voilà, hein, ça s'est fait. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça se ferait. Mais bon, non, c'était un grand bonheur de travailler avec lui. Bon, c'était un homme de grande capacité de boulot, remarquable dans ses discours, etc. Non, c'était... Alors bon, c'est vrai qu'il piquait des colères, mais, ça gênait bien loin. Il avait cette réputation. Il n'était pas rancunier. Il n'était pas rancunier. Alors voilà cette fameuse tour chinoise. Oui. Ça, c'est quand même génial. Donc ça, c'est toi qui, à un moment, comment ça se passe? Tu dis, on va sauver cette chinoiserie. La tour était une ruine, puisque en 84, le reste du toit s'était effondré, emportant la moitié de l'escalier. Mais le coup de chance, encore une fois une question de chance, le coup de chance, c'est qu'on avait la tour était classée monument historique puisqu'elle était dans le château. Donc c'était un peu le hasard. Hein. Si on n'aurait pas fait la ruine, on ne l'aurait pas fait classer toute seule. Et puis, donc moi j'ai fait passer à 2 reprises des dossiers pour faire des études complémentaires d'architecte en chef des monuments historiques. Bon, c'était des petits financements, hein. Mais chaque fois que je passais ça au conseil municipal, tout le monde souriait en disant « de toute façon, on ne le fera jamais ». Et puis en fait, j'ai fait démolir, j'ai fait acheter des entrepôts qui étaient à vendre à côté pour faire un parking. Le prétexte, c'était de faire un parking pour les commerces du coin. Mais en fait, moi, mon idée, c'était qu'on voyait la ruine depuis la rue. Et puis, le coup de chance qu'on a eu, c'est qu'en 2008, crise financière mondiale, l'État fait voter une loi de finances supplémentaires en été. Il met 100 millions d'euros pour les monuments historiques, on appelle les cathédrales,
coup de téléphone à Drac-Lorraine. Oui, on a des sous. C'est la première fois que j'ai entendu me dire ça. Donc la semaine d'après, réunion Épinal. Super. Et donc on décide d'entreprendre des travaux. D'accord. Donc avec l'État, la région, le département, la Fondation du patrimoine. Et ça donne ce très bel élément du patrimoine, mais aussi qui est vraiment une attractivité touristique. Oui, pour dire et les puis choses ça, un peu vulgairement. ça a été un peu un chantier modèle avec Ouais. des compagnons. Ouais. Hein, c'était des compagnons du devoir. Ça a été assez remarquable. Hein. Je voudrais un mot, parce que l'émission touche à sa fin. Plus précisément à l'historien, à l'universitaire. Comment tu expliques que l'histoire, alors même parfois des éléments de la Révolution française ou de la Première Guerre mondiale, fasse toujours débat? Les Français sont passionnés par l'histoire. Oui, oui, Les oui. politiques s'empaillent encore sur l'histoire. Moi, je crois que c'est aussi un problème de programme scolaire, aussi, puisqu'on fait de l'histoire quand même dès l'école primaire. Oui. Donc, les gens sont sensibilisés à ça, puis parce qu'on a un patrimoine extrêmement riche par rapport à d'autres pays. Donc, c'est vrai qu'on a, sur les programmes depuis l'école de Jules Ferry, on va dire, on met quand même toujours l'accent un peu là-dessus, sur la mémoire, sur le passé. Et je pense que, et puis le nombre de monuments, pensons aux églises que l'on a, le terroir des campagnes qui est complètement changé qui change d'une région à l'autre. Donc il y a un intérêt, effectivement, on ouvre les yeux. Et puis aujourd'hui, plus que jamais, avec la vogue du tourisme, puisque maintenant on est obligé de limiter le nombre de gens sur certains commence à en sites. parler, Non, mais c'est vrai. voilà, C'est vrai. je pense que c'est ça. Hein. D'ailleurs, moi je me rappelle quand je faisais les études supérieures, en histoire, on avait toujours quand même pas mal de candidats, contrairement à la géographie. Oui, toujours. En géographie, on avait quoi, un cinquième de candidats. Hein. Alors tu évoquais, on va terminer là-dessus, tu évoquais la DRAC à l'instant, Direction Régionale des Affaires Culturelles. On va sortir un peu d'Épinal et des Vosges. Ta vision de la Lorraine aujourd'hui, ses atouts, ses faiblesses, comment tu vois la Alors, Lorraine? Bon, la Lorraine, actuellement, c'est vrai que moi, dans mes travaux, enfin des travaux dont je fais partie régionalement, nous, c'est le Grand Est. Oui. C'est le Grand Est. La Lorraine, effectivement, est d'une grande richesse. Moi, j'ai pas mal travaillé sur Verdun, puisque j'étais spécialisé sur les fortifications Sierre de Rivière. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à des colloques à Verdun, présidé le premier par Maurice Genevoix, d'ailleurs. Ah oui, Ah ouais. ouais. Oui, on a cassé la croûte ensemble au Cocardi. Il y a Verdun qui... Ah là, je dis la chance. Ah, Parce oui, que oui, Maurice c'est- Genevoix, Oui, c'était... fantastique. Et donc, je connais quand même relativement bien la Lorraine parce que j'ai traîné mes étudiants un peu partout. On a une région qui est fantastique au niveau de sa diversité. Alors, c'est à la fois un atout et une faiblesse, parce que contrairement à d'autres régions comme l'Alsace ou la Bretagne, on n'a pas véritablement d'unité, c'est vrai. Cela dit, on a une diversité de paysages, d'activités humaines qui est tout à fait extraordinaire. Et puis avec quand même un certain nombre de lieux qui sont de véritables joyaux. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut d'abord retenir sur la Lorraine, avec une sensibilité lorraine. Moi j'ai reçu dernièrement, on a reçu la maire de Lunéville et puis les adjoints au maire de Verdun sur le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine qui est tout nouveau à Épinal dans le cadre du pays d'art et d'histoire. Et c'est sur les conseils de la DRAC Grand Est qui sont venus, qui voudraient faire la même chose chez eux, et on leur a dit venez à Épinal, allez voir ce qu'ils ont fait, c'est assez remarquable. Voilà. Donc, Bah écoute, Jacques, il me reste à te remercier. mais ce fut un plaisir. Vraiment un très grand plaisir. J'étais très heureux de cette balade à Épinal. Depuis le temps qu'on se connaît. Oui, depuis le temps qu'on se connaît. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Entendu.